Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au sommaire, s'achemine-t-on vers un péril sur la prochaine rentrée scolaire au Cameroun? Le syndicat des enseignants pour l'Afrique projette une grève si leurs conditions de vie et de travail ne sont pas améliorées. Déclaration faite à Bafoussam lors du 4e congrès du CECA. Le gouvernement parviendra-t-il à désamorcer cette bombe à retardement? Cette question préoccupe les parents d'élèves à quelques semaines du retentissement du premier coup de cloche de la rentrée scolaire 2022-2023. À suivre également dans ce journal, évaluation de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté se satisfait de la mise en place des retombées du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, de la mise en place de la House of Chiefs, des autres institutions devant mettre fin au conflit armé dans cette partie du pays qui continue de subir les exactions des groupes séparatistes. Quel bilan d'action 3 ans après la grande messe d'octobre 2019 tenue au Palais des Congrès de Yaoundé? Élément de réponse à suivre au cœur de ce journal. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Adolphe Kwam subira-t-il le sort de son camarade de parti, Rodrigue Ndagueo, souffrant depuis son incarcération à la prison centrale de New Bell? Ce militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été admis en soins enchaîné sur son lit d'hôpital. Une image qui choque l'opinion publique. Les cadres du parti de Maurice Kamto crient à l'instrumentalisation de la justice. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Théophile Tchunke. Kevin Thiogo. Assis dans son lit d'hôpital, une chaîne autour du pied gauche, cadenas à l'appui et rattaché à son lit, ces images d'Adolphe Kwam, devenues virales sur la toile ces derniers jours, suscitent l'indignation au sein de l'opinion publique camerounaise. Interpellé lors des marches pacifiques de septembre 2020, organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, il était écroué à la prison de New Bell pour une peine de 2 ans. Adolphe Kwam est aujourd'hui atteint d'une atrophie de ses membres supérieurs. Je me suis demandé comment ça se fait qu'un détenu qui est hospitalisé et qui est surveillé par un gardien de prison en permanence soit en même temps l'objet d'un enchaînement sur son lit d'hôpital, comme un vulgaire bandit qui serait tenté de porter atteinte aux vies des gens. Cette pratique contraste avec les principes fondamentaux des droits de l'homme relatifs au traitement des détenus, des tests internationaux ratifiés par le gouvernement camerounais, en plus des lois nationales. Au point où on se pose la question de savoir si le Cameroun comprend encore le sens des engagements internationaux qu'il a signés en matière de respect des droits des détenus. Il y a une convention onusienne qu'on appelle les Mandela Rules, qui impose à tous les États signataires de traiter les détenus avec dignité. On considère cela à partir du moment où ces engagements sont ratifiés par l'Assemblée nationale, voilà, et promulgués par le président de la République. On les considère comme faisant partie de notre arsenal juridique interne. Les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun soupçonnent des manœuvres des pouvoirs publics visant à instrumentaliser la justice camerounaise à des fins politiques. Nous pensons que le Cameroun a le devoir. Les autorités ne doivent pas instrumentaliser l'environnement carcéral à des fins politiques. Ce qui se passe, c'est qu'on voudrait profiter de l'administration pénitentiaire pour administrer une forme de torture morale aux militants du MRC afin de les décourager pour leurs engagements politiques. Le dernier cas en date qui a ému la communauté nationale est celui de Rodrigue Ndagueo, décédé en avril dernier, dans des conditions similaires. Plusieurs autres cas ont également été recensés ces dernières années. Dans le chapitre éducation de ce journal, les enseignants, membres du syndicat des enseignants pour l'Afrique, demandent au gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, faute de quoi, précise le CECA, il initiera une grève avant la rentrée scolaire. Des résolutions ont été prises au 4e congrès du CECA tenu à Bafoussam. Nos reporters Vivien Tonfac et Robert Kenyé ont suivi cette réunion.
Après une année scolaire marquée par un débrayage d'enseignants de lycée réunis au sein du collectif On a trop supporté, celle qui pointe à l'horizon pourrait elle aussi connaître des perturbations. Les enseignants fustigent la lenteur dans la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Le mouvement d'humeur de l'année dernière qui risque de reprendre parce que le gouvernement de la République a juste aspergé comme ça, comme d'habitude, pour tromper la communauté. Il y a encore plein de collègues qui n'ont pas le centime des droits promis au corps enseignant. Leur colère tient aussi surtout de ce qu'au bout d'une longue attente, quand vient le moment d'entrer en possession de leurs droits, la corruption s'en mêle. Imaginez-vous, quelqu'un finit de travailler, tu prends des risques. Chaque matin, tu te lèves tôt, soit la moto, soit la voiture, il y en a qui sont décédés. Et après, il y a un rappel qui doit arriver. Ça ne passe pas automatiquement. Il faut aller aux finances. On va te dire 30%. Les plus véreux vous parlent de 40%. On va faire 60 propositions. 40%. Quelqu'un vous prend 40% de nation. Comme ça. Pour eux, le gouvernement devrait être plus précis dans la mise en œuvre de ses engagements pour éviter que certains ne décèdent sans jouir du fruit de leur labeur. Lorsque vous avez un avancement le mois qui suit, le rappel devrait suivre alors. Et dans leur concept, on dit que les rappels seront payés progressivement. Et le progressivement peut nous conduire au progressivement des réalités à milieu. Rassemblés ici à Bafoussam, à l'occasion de leur 4e congrès, les membres du syndicat des enseignants pour l'Afrique dénoncent également le refus du ministère des enseignements secondaires de les associer aux concertations visant l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mettant ici en péril l'avenir du pays. Le ministère des enseignements secondaires n'a jamais invité le CK pour quelque rencontre que ce soit. Ça fait 10 ans que nous existons. Si c'est ce corps qui est malade, toute la société est infectée par cette maladie. Et le CK a pris la résolution de ne pas participer à ce genre d'assassinat, avec guillemets ou sans guillemets. Nous sommes le seul syndicat qui a noué un partenariat stratégique avec OTS, OTA, quand l'occasion s'est présentée. Les autres sont des sous-réserves. Ils ont même appelé des actions de l'OTS d'actions illégales. Le taux de réussite au baccalauréat de l'enseignement général pour l'année scolaire 2021-2022 a connu une baisse de 7,27% par rapport à l'année précédente. Est-ce une des conséquences d'une année perturbée? Cela n'est pas exclu. Il ne sert à rien de confier le bébé à un berceur qui pleure. Acquittement des frais d'APE 2022-2023 au lycée de Loum-Chantier-Gare. Des parents d'élèves réclament le remboursement du trop payé à l'administration et au bureau de l'APE, une source d'une violente discorde entre les parents d'élèves. Gladys Sidier et Jacques Mollon nous en disent un peu plus. Au lycée bilingue de Loum-Chantier-Gare dans le département du Mungo. Parents d'élèves et responsables de l'établissement ne s'entendent pas sur le bilan de la gestion des frais d'APEE de l'année dernière. Ils relèvent plusieurs manquements. Là-bas au bureau, on connaît que tel parent a payé, il doit avoir son trop perçu, là c'est 11 000. Ça devrait déjà être travaillé. On devrait seulement nous communiquer que voilà ce qu'on a prévu pour le trop perçu, voilà ce qu'on a prévu pour les enseignants vacataires qui n'ont pas eu leur salaire. Les parents exigent de voir clair sur le budget de l'année dernière avant la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante de l'APEE. Et c'est aussi le vœu du sous-préfet de Loum qui a été appelé en renfort. Vos enseignants vacataires, s'ils n'ont même pas 5 francs, parce que vous voulez récupérer tout l'argent, qui va enseigner vos enfants l'année prochaine? Il est vrai, tout n'est pas encore rose, mais la solution avance favorablement. Et nous devons nous réjouir des efforts et du travail qui a été accompli. Il a été décidé au terme de cette réunion que le trop perçu prélevé aux parents l'année dernière par l'ancienne équipe dirigeante soit remboursé. Certains parents avaient versé 27 voire 30 000 francs CFA. Ceux qui vont quitter ceux qui vont de la terminale pour aller à l'université, peut-être on pourra servir ceux-là à la rentrée. Mais ceux qui sont ici, nous pensons qu'on doit
Vous venez avec les reçus, on déduit. Déjà confronté à cette épineuse question de la gestion des frais d'APEE l'année dernière, le proviseur du lycée bilingue de Loum-Chantier-Gare se montre plutôt optimiste pour la suite. Nous avons affronté des difficultés, mais des difficultés qui pour la plupart ont été dues à l'incompréhension. Ici, on doit travailler dans la sérénité. Et je crois que la communauté éducative comprend de plus en plus et que dans l'avenir, tout ira pour le mieux. Pour l'année scolaire 2022-2023, les frais d'APEE dans cet établissement scolaire ont été fixés à 22 000 francs CFA. Une décision du nouveau bureau en accord avec les parents d'élèves. Et les collégiens de Bitsong-Mam sans établissement scolaire. 2 ans après sa mise en service, les murs ou les bâtiments ont été détruits par un arbre. En cette veille de rentrée scolaire, les habitants de cette partie du pays, de cette localité du Sud, lancent un cri de détresse pour la réfection de leur CES. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Sengue et Guizogo. Nous sommes ici à Bitsong-Mam, une localité située à une dizaine de kilomètres de Ngulmakong, dans le département de la Villa, région du Sud. Si le gouvernement a pensé bien faire en créant ici CCS, aujourd'hui, force est de constater avec désarroi, ainsi que le font les populations de cette localité, que CCS est enseveli sous une broussaille épaisse. C'est à coup de machette que nous avons dû nous frayer un chemin pour nous retrouver sur les traces du CS de Bitsong-Mam. Le CS de Bitsong-Mam, comme vous pouvez le voir, est effectivement en décrépitude avancée. Le CS a été installé ici depuis 2013 et à peine 2 années de fonctionnement et un arbre s'est abattu sur ce CS, comme l'expliquent les populations de Bitsong-Mam. Nous sommes dépassés de cette situation. Le CS nous a été doté en 2009. Bon, ça a abrité les locaux provisoires il y a à 1 kilomètre d'ici, au centre du village. On a transféré lorsqu'on a construit ici en 2013. Ça a fonctionné seulement pendant 2 ans. On peut voir effectivement encore quelques tables bancs qui sont abandonnés et qui sont naturellement très dégradés. Un tableau où quelques leçons ont pu être dispensées, mais ce n'est plus le cas naturellement aujourd'hui. Et un autre tableau au fond où, nous expliquons encore, le directeur s'était démené pour pouvoir faire fonctionner CCS malgré toutes les difficultés. Ce qui est mis en cause, en réalité, ce sont les conditions dans lesquelles CCS a été réalisé et les populations le déplorent ici à Bitsong-Mam. Lorsque on faisait le dégagement ici pour la construction de CCS, nous avons demandé à l'entrepreneur, parce qu'il y avait un engin qui dégageait là, de détruire tous ces arbres. Ils n'ont pas compris. Ils ont seulement fait le minimum de leur effort parce qu'ils ne veulent pas dépenser. L'autre situation préoccupante aujourd'hui, alors que les premières promotions de CCS sont aujourd'hui licenciées dans les universités camerounaises, ce qu'on relève, c'est qu'il est difficile de pouvoir envoyer les enfants ailleurs, que ce soit en Ngulmakong ou à Adoum, localité située à 37 km d'ici et où la route est impraticable. Vous allez amener l'enfant en Ngulmakong, où il ne va pas faire 2 ans, surtout nos petites fillettes qui sont enceintes à 14 ans, parce que la famille est ravie qu'il y a. Il y a l'état de la route. Donc, au moins ici, tu peux t'occuper de ton enfant. Comme on peut s'en apercevoir, c'est au prix d'un effort surhumain qu'on arrive à retrouver la plaque qui indique que jadis, il y a eu ici un CS de Bitsong-Mam. C'est donc les populations qui ont dû fouiller à travers le fouillis des herbes pour retrouver cette plaque. Donc les populations appellent les pouvoirs publics à réagir pour faire en sorte que le CS de Bitsong-Mam retrouve effectivement son fonctionnement comme il avait été en 2013. On a vu le directeur du CS, il a écrit au délégué départemental de Bolova, il a envoyé les documents à Yaoundé. Jusque-là, on n'a pas eu de solution. On a aussi saisi M. le maire. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultat. Pour le défunt sénateur, vraiment, nous prions le bon Dieu que si vous pouvez nous aider, que le CS reprenne en septembre. À Bitsong-Mam, dans l'arrondissement de Ngulmakong, département de l'Anvila, dans la région du Sud, pour Equinox Télévision,
Joël Essenge, Gizogo. Parlons à présent de toute autre chose. La construction des drains correspond-elle aux normes requises pour lutter efficacement contre les inondations? La question est plus que jamais d'actualité avec le retour des pluies. Plusieurs quartiers de la ville de Douala, pourtant dotés de ces drains, sont régulièrement noyés sous les eaux aux moindres précipitations. Josiane Gok et Sédigdi. Arrivée des pluies, les épisodes d'inondation se multiplient dans la cité économique. Aucun arrondissement n'est épargné. Les routes sont littéralement coupées et les domiciles envahis par les eaux. Actuellement, en pleine saison comme maintenant, là, on a toujours eu vers le 3 août une inondation grave pour ceux qui ont encore les maisons basses. Ces derniers temps, ce n'est pas facile. Ils sont toujours de temps en temps débordés. Pour certaines de ces populations, la faute serait imputable à la taille des drains construits dans certains points de la ville, dont les dimensions auraient été réduites. Résultat des courses, à la moindre averse, les drains débordent. Quand normalement on était en train de construire ce drain, ils n'ont pas voulu écouter les riverains. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les deux côtés n'ont pas la même dimension. Au côté droit là-bas, le caniveau devait aller là-bas, plus large que de ce côté. Mais finalement, on a rétréci. Bon, on nous a dit que, Razel nous a dit que ça dépendait des moyens. Pour savoir quelles peuvent être les dimensions de ces édifices censés permettre l'évacuation des eaux, nous avons posé la question à un urbaniste. Les dimensions se font in situ et sont selon essentiellement de 3 paramètres. Le lit mineur, le lit majeur, la profondeur du cours d'eau naturel existant. 1 km linéaire, par exemple, peut varier de forme, de profondeur et de largeur suivant essentiellement les paramètres sur-évoqués. Le projet de drainage de Douala a coûté près de 40 milliards de francs CFA. Et il faut dire que son objectif n'est pas la lutte contre les inondations, mais plus contre la propagation de la malaria. Bref, la Banque mondiale visait plus le secteur sanitaire que urbain. Sur toute la ville de Douala, sans soustraire un quelconque quartier, où il y avait la demande. Banque mondiale, Agence française de développement, communauté urbaine de Douala. Nous avons vérifié et certains tabloïds parlent de 109 milliards de francs CFA débloqués par l'Agence française de développement, censés permettre la création de près de 48 km de drains bétonnés. Mais dans la quasi-totalité des quartiers de la cité économique, soit ils manquent à l'appel, soit ils sont désespérément sous-dimensionnés. Nous nous sommes rapprochés de la mairie de ville afin de savoir où en est ce fameux projet. Mais aucune réponse. Pendant ce temps, les populations, elles, se battent comme elles peuvent pour résister à la grande saison des pluies. Pourquoi le chantier de la route qui mène à l'abattoir de Bonabéry n'est toujours pas livré en 24 mois comme le prévoyait le contrat? Les délais sont largement dépassés, laissant les populations subir les désagréments d'une route dégradée. Dalastiana, Xavier Foka et Tata Godlove ont goûté le calvaire des habitants du 4e arrondissement de la ville de Douala. Et c'est la route qui mène à l'abattoir, au quartier Bonabéry. Nous sommes dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. La voie est parsemée d'énormes bourbiers et des flaques d'eau qui rendent la circulation difficile. Parce qu'il est impossible d'esquiver les trous, l'idéal est de choisir ceux qui sont moins dangereux. Un véritable cauchemar pour les habitants du coin. La route s'y donne la maladie. Quand tu sors chaque jour, quand tu es en train de rentrer du travail, quand tu penses à passer ici, tu as mal. Parfois tu veux même rester en ville et peut-être, je ne sais pas, qu'on te porte, on met à la maison. Les interminables secousses occasionnées par l'état de cette route ne vont pas sans conséquence sur les véhicules des usagers. De même, la qualité de cette route a imposé de nouvelles habitudes aux habitants. Chaque jour, les amortisseurs, les routures des voitures. Hier même, j'ai perdu 6 lames, sur la route, comme ça, 6 lames arrière. On a peur de marcher dans la nuit parce que la voiture peut être laissée
là où on ne peut pas s'en sortir, on peut s'agresser dans la nuit. Prévu pour être exécuté en 24 mois, les travaux de réhabilitation de cette route, qui devrait avoir débuté en 2021, piétine. La plaque est déjà là. Depuis qu'on a mis la plaque, nous on ne voit personne pour venir travailler. On nous a dit qu'on commençait vers les cités d'en bas là, pour remonter. Mais depuis les travaux sont arrêtés. Nous ne voyons pourquoi les travaux sont arrêtés. En attendant une éventuelle reprise, et surtout la fin des travaux qui respecteraient le délai d'exécution, les habitants de ce coin de Bonabiri ne sont pas au bout de leur souffrance. 3 ans après la tenue du Grand Dialogue national à Yaoundé, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé dans ses services une grande rencontre regroupant divers experts, hautes personnalités, camerounais de la diaspora en vue de faire le point sur les recommandations qui avaient été adoptées pour la mise en place des mesures, des structures et institutions visant à ramener la paix dans les régions en crise du nord-ouest et sud-ouest. Tiff Joseph John Gouté et ses autres ont passé en revue et point par point les réalisations visibles sur le terrain. Il s'agit entre autres de l'examination du statut spécial, de l'exécution du plan de reconstruction de ces 2 régions, de la mise en place des House of Chiefs, les assemblées régionales, les centres de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants séparatistes, fonctionnement de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme et la nomination des Public Independent Conciliators. Selon Joseph John Gouté, tout est en bonne voie pour une mise en exécution complète de toutes les recommandations arrêtées en octobre 2019. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Gizogo. Un sentiment très positif. Pourquoi? Parce que vous avez vu la participation, elle a été grande. Et pour la première fois, nous avons eu des représentants de notre diaspora. Ils sont venus, ils ont participé, ils ont donné leur contribution. Les rapports qui viennent du terrain montrent que nonobstant des poches de résistance ici et là, il y a eu beaucoup de progrès. Dans certains cas, les données qui viennent du terrain montrent que l'économie de ces 2 régions retrouve le niveau de 2016. Entre 2017 et 2019, c'était extrêmement difficile. Beaucoup de sociétés, la CDC, la PAMOL, Dawarati, même des planteurs et autres ont repris le travail, ce qui reflète un regain de confiance. Ceci dit, la situation n'est pas encore absolument saine. Il y a encore quelques difficultés. Il y a fluidité de transport dans certains lieux, mais il y a d'autres lieux où cette fluidité manque. Donc nous devons travailler encore d'arrache-pied pour nous assurer que d'ici la fin de l'année, que les populations de ces 2 régions puissent célébrer la fin de l'année dans la joie.